Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire. Donc comme chaque mercredi, nous nous retrouvons autour de la table avec des invités qui nous partagent leur coup de cœur. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux participants. Donc à ma gauche, nous avons... Martine Edouard, une grande amatrice de lecture. Ah ben, sois la bienvenue Martine, Merci. Grande amatrice de lecture. Et à ma droite, en face de Martine, nous avons... Guillaume de Rénal, un amoureux de la Martinique. D'accord, ben, merci beaucoup Guillaume, sois le bienvenu. Donc, dans la lecture, dans Plaisir de lire, donc nous avons différents styles, nous avons différents goûts. Et justement, du goût, nous allons en parler tout à l'heure. Donc, dans la lecture, nous pouvons voyager, nous évader, mais aussi apprendre des choses et surtout réfléchir à notre pays, à notre monde et à nous-mêmes. Et donc, c'est pour cela que nous allons tout de suite commencer avec notre grande amatrice de lecture, donc Martine. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a fait très plaisir en fait, qui s'appelle Ne tuez pas la mère porteuse de Judith Henry Wall. J'ai choisi ce livre parce que tout simplement c'est en rapport avec la maternité, ce que je vis actuellement. Et nous avons en fait, l'auteur nous présente l'histoire de Jamie qui, malheureusement, après plusieurs tumultes de sa vie, se retrouve à porter la vie, une vie qu'elle n'avait pas forcément choisie, qu'elle a fait par dépit, par besoin d'argent, et qui finalement se retrouve prise au jeu de la maternité, tout simplement. Et donc voilà, pour remettre un peu les choses dans le contexte, Jamie a souffert de la mort de sa grand-mère qu'il a élevée toute sa vie, suite à la mort de ses parents, tragiquement. Elle a une sœur qui, malheureusement, n'a pas voulu avoir affaire à elle, donc totalement abandonnée, totalement rejetée. Sa grand-mère l'a recueillie. Et elle a dû, lors de ses études, prendre en charge toutes les dépenses qui étaient liées à la santé, à la maladie de sa grand-mère. Et pour ensuite combler ses dettes, elle se retrouve à devoir être une mère porteuse. Et ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est surtout la couverture. Voir quelqu'un de si fragile, parce qu'une femme enceinte reste quand même quelqu'un qui est très fragile, un être très fragile, et se demander mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pourquoi est-ce qu'on nous demande de ne pas la tuer ? Qu'est-ce qu'il y a autour de tout cela ? Donc c'est un roman à suspense que je conseille franchement de lire. Et ça nous ramène en fait au sujet ça nous ramène au désir de grossesse, parce qu'en fait là il y aura deux désirs différents. Porter la vie, oui, parce que derrière il y a un but financier, mais porter la vie aussi, la personne qui fait cette demande là a en fait le désir de maintenir de maintenir son fils en vie. Alors, avoir un héritier, parce que malheureusement, elle a souffert de la perte de son fils et elle n'avait jamais voulu laisser cet enfant partir vraiment. Donc, voilà, et tout un mystère autour de ça, garder cet enfant malheureusement en vie, mais malheureusement oui, puisqu'il était dans des conditions déplorables. Et mentir, voilà, avec tout un sujet, il y a beaucoup de choses autour de ce sujet-là qui est très vaste en fait. Alors, tu as expliqué, donc ce n'est pas une autobiographie, c'est un roman. Non, pas du tout, c'est bien un roman. Un roman. La scène se passe où, dans un pays en particulier? On est aux États-Unis, au Texas, voilà.
Mais après, l'héroïne va bouger, Jamie va bouger un peu puisqu'elle va se retrouver en fuite en fait. Et dans tout le pays. D'accord. Donc, l'héroïne, d'après le début de présentation que tu as fait, donc on voit qu'elle n'était pas dans un univers facile, puisque donc, ses parents sont décédés, donc elle n'a pas vécu avec ses parents, sa grand-mère l'a élevée, après il y a eu, la grand-mère a pris de l'âge, donc il a fallu aussi s'occuper de la grand-mère. Elle a une sœur dont elle n'a pas trop de lien, ou pour ne pas dire elle n'en a pas du tout. Elle n'en a pas du tout, puisque malheureusement elle n'a pas voulu, parce que c'était l'arrivée d'un enfant tardif pour les parents. C'était l'enfant qui en fait lui enlevait l'amour de ses parents. Donc à partir de là, toute une jalousie s'est créée et elle l'a rejeté carrément. D'accord. Donc, comment s'appelle l'héroïne encore Jamie Long. Jamie Long. Donc, en quelque sorte, elle doit faire l'apprentissage de l'amour maternel, du moins, puisqu'elle n'a pas eu trop de modèles maternels, donc elle va devoir elle-même devenir un modèle. Oui, c'est exactement ça, tout en sachant qu'au début, elle n'avait pas du tout cette intention, puisque elle a quand même signé un contrat avec quelqu'un qui lui demandait juste de donner la vie, mais malheureusement, avec un de ses ovocytes. Donc, elle a quand même fait un don d'elle-même, d'une partie d'elle-même, et elle s'était déjà décidée à abandonner cet enfant contre une forte somme qui lui permettrait en fait de terminer ses études. Et au fil de l'histoire, elle va en fait tomber, on va dire, amoureuse de cet enfant qu'elle a porté pendant 8 mois. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de rupture de contrat, puisque... Tout à fait. Puisque, d'après ce que tu dis, à la base, ce n'était pas ce qui était prévu, puisqu'elle l'a fait pour des raisons pécuniaires, financières. Et finalement, il y a des raisons émotionnelles, sentimentales qui rentrent en jeu, qui rentrent dans l'histoire. Et donc, comment ça se passe justement, ce changement? Comment elle perçoit, elle vit ce changement, et comment, au niveau du livre, j'imagine, avec les personnes avec qui elle était en contact, comment c'est perçu? Alors justement, elle n'était pas en contact, elle a été isolée. À partir du moment où elle a signé, elle a donné son accord, elle a été isolée dans un ranch familial. Et donc du coup, elle a vécu là, entourée de personnel. Et tout était surveillé, aucun contact de l'extérieur, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec le peu de membres de famille qui lui restaient, donc c'est-à-dire sa sœur, puisque sa grand-mère était décédée, son amour de jeunesse, les voisins et tout ça. Complètement, elle a vécu sa grossesse complètement seule. Et c'est dans le ranch qu'elle a découvert en fait tout ce qui se passait vraiment, et c'est là qu'elle a découvert le subterfuge. D'accord. Et est-ce qu'il y a un épisode dans ce livre-là qui te tient à cœur en particulier, ou bien que... Oui, c'est justement le moment où elle se dit je dois partir, parce que finalement je ne suis pas là pour les bonnes raisons en fait. Je ne suis pas du tout là pour les bonnes raisons. Et si je veux survivre, moi, si cet enfant doit survivre, il me faut à tout prix fuir. Et c'est de là que commence la cavale, en fait, à travers le pays. Donc, c'est là aussi que, elle accouche. Elle accouche seule, dans des conditions qui sont terribles. Et puis, elle découvre, justement, la naissance de cet amour qu'elle va porter à cet être, à ce nouvel être. Donc oui, c'est cette partie-là qui m'a vraiment... Voilà, j'ai tiré plein d'émotions. Voilà. Et comment se termine l'histoire? Est-ce qu'on a des nouvelles de l'enfant? On sait comment il grandit, dans quelles conditions? Est-ce que ça s'arrête juste à la naissance Non, ça ne s'arrête pas à la naissance, malheureusement, puisque la cavale continue. On essaie de la tuer, elle essaie de survivre, elle demande de l'aide autant qu'elle peut, mais c'est compliqué quand on a très peu d'attaches, quand on est surveillé.
quand en fait on a des personnes influentes. Et voilà, donc non, l'histoire ne se termine pas là, mais je vais vous inviter à lire justement pour ne pas trop en dire, puisque je pense que j'en ai trop dit. Mais l'enfant se porte bien. D'accord. Et Guillaume et moi, nous n'avons pas la chance de connaître la maternité. On peut l'aborder de près, mais on ne va jamais connaître ce qu'est la maternité, ne serait-ce que 9 mois et les relations particulières entre une maman et son enfant. Est-ce que ce livre-là peut être intéressant pour nous ou bien pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ou est-ce qu'il faut être mère pour lire ce livre-là? Alors non, pas du tout. Ouvert à tout public. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Qu'est-ce qui peut... Eh bien justement, elle retrouve son amour de jeunesse à qui elle va demander de l'aide et qui va lui apporter de l'aide justement. Et lui, il va se découvrir une nouvelle paternité à laquelle il n'était pas du tout préparé. Puisqu'elle arrive, pour lui, c'était sa Jamie, celle qu'il connaissait depuis son amourette. Et puis là, bonjour, c'est mon enfant. Donc voilà, il va apprendre à aimer aussi cet enfant, aimer la nouvelle femme qu'il n'a pas connue, qu'il n'a pas eu le temps de connaître, pendant sa période d'isolement. Et voilà, tout faire pour protéger sa nouvelle famille. Est-ce que c'est un livre qui a une orientation, on va dire, contre les mères porteuses, justement? Est-ce que c'est juste un roman ou est-ce que c'est un livre qui a vraiment un aspect, on va dire, politique à ce niveau-là? Alors, c'est vraiment un roman, mais moi je l'ai pris au-delà du roman, comme j'expliquais en antenne. En fait, on est vraiment confronté... la femme est confrontée à 2 aspects. Je porte la vie pour quelqu'un d'autre, je fais un cadeau à l'autre parce que lui ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, avoir ce cadeau naturellement, mais je le fais aussi dans un but, d'aisance financière. Il y a aussi, là je n'ai parlé que du point de vue de Jamie, mais il y a aussi de l'autre côté le point de vue de la grand-mère qui veut à tout prix garder son enfant en vie. Et grâce à cela, en fait, il y a les 2 aspects. Il y a les 2 aspects. Après, je me dis, est-ce qu'il faut ou pas, dans notre gouvernement, légaliser cela? C'est un débat ouvert. C'est un débat qui est très vaste aussi. Mais c'est... Voilà. Moi, personnellement, je pense que ça... après, il y a des je ne m'y connais pas très bien, mais je sais qu'il y a des instances qui sont là, qui sont présentes pour eux. Mais après, la mère porteuse en elle-même... pas en France. Ouais, mais c'est un livre en fait qui montre que l'amour qu'on peut porter à son enfant ne s'apprend pas dans les livres, mais se crée, on va dire, au fur et à mesure et existe de toute façon. Tout à fait. Même si on ne sait pas le faire, il arrive, il est là. Il arrive, il est là. Comment est-ce que je vais m'occuper de cette personne? Comment est-ce que je vais l'aimer? Et est-ce qu'il faut vraiment un lien du sang réel pour que je puisse l'accepter comme mien? Il y a tout ça derrière. Oui, je trouve que déjà dans le peu que tu as présenté, puisque je ne l'ai pas encore lu, il y a pas mal de rebondissements. Je trouve qu'il y a, entre la situation initiale, la situation finale et entre-temps, il y a pas mal de rebondissements. Et tous ces rebondissements, en fait, bien que ce soit un roman, et j'aime bien la question de Guillaume tout à l'heure, bien que ce soit un roman, on peut se poser la question... Quelle est la portée au niveau de la réflexion? Je trouve que c'est une vraie réflexion de la vie. Et je pense que quel que soit le domaine, on a une situation initiale, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau familial, ça peut être
niveau ludique, je ne sais pas. Et on a une situation, on a peut-être un plan particulier, une ligne droite dans notre tête, et puis la réalité du terrain, on a des montagnes russes, on a des tournants, des virages, on a peut-être des chutes, et donc je trouve que ça fait un résumé de la vie. C'est ça, c'est exactement ça. On n'a pas même si on a un fil conducteur, mais on a toujours pas forcément des obstacles, mais en tout cas des épreuves de la vie qui vont faire qu'on va réagir en fonction et on va essayer de trouver la meilleure solution possible, en tout cas, pour arriver à notre but. En tout cas, merci beaucoup, Martine. Donc, est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage? Ne tuez pas la mère porteuse. Ne tuez pas la mère porteuse de Judith Henry Wall. Oui, Voilà. tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette avec présentation qui a donné quand même envie de savoir comment ça se termine. Donc, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Martine. Donc maintenant, nous allons nous diriger vers Guillaume et je ne sais pas si on va rester aux États-Unis ou on ira ailleurs. On ira autour du monde. Autour du monde. On fera le tour du monde quasiment avec un livre qui est écrit par Éric Noël, qui est un professeur à l'Université des Antilles, qui est enseignant d'histoire moderne. Qui a fait un livre qui s'appelle Le goût des îles sur les tables des Lumières ou l'exotisme culinaire dans la France du XVIIIe siècle. Le nom est assez long, il peut paraître un peu rébarbatif, mais quand on regarde vraiment le goût des îles sur les tables des Lumières, c'est vraiment que l'apport gustatif qu'a pu faire toutes les îles au niveau de la France a été extraordinaire. C'est tout un tour du monde qui passe par rapport aux premières découvertes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, c'est une quinzaine de chapitres. Chaque chapitre qui va dérouler sur... on va commencer avec la morue, par exemple, qui arrive de Terre-Neuve, qui est arrivée de différentes manières en Europe. En France, elle est arrivée plutôt salée, donc on salait la morue pour la faire arriver. Les pays nordiques la faisaient plutôt sécher pour la faire arriver. Donc il y a différents moyens de transport. Cette morue salée qui est arrivée en France, on l'a retrouvée aussi en Martinique à une certaine époque, encore jusqu'à maintenant. On prend la chiquetaille de morue un petit peu tout le temps ici. C'est quelque chose qu'on apprécie dans nos plats locaux. Et en déroulant vraiment tout le fil du livre, on déroule le tour du monde. Donc on part de Terre-Neuve, on arrive ensuite dans les Antilles. Les Antilles où il y avait le sucre qui a permis de développer deux autres produits qui sont le café et le cacao, qui sans le sucre n'aurait quasiment jamais existé sur les tables européennes, parce que le café et le cacao, sans sucre, sont très, très amers. Et le sucre a permis de vulgariser et de donner un accès en fait aux papilles, on va dire, en papilles gustatives de tout le monde. Donc c'est vraiment très important, très intéressant, et ça montre vraiment l'utilité de nos îles, que ça soit Terre-Neuve pour la morue, que ça soit les Antilles pour le sucre, pour le café, pour le cacao qui s'est transformé grâce au sucre en fait en chocolat, le chocolat qui a été fait sur les tables, le café par exemple qui était servi au petit déjeuner comme le chocolat, parce qu'à l'époque s'il servait plutôt du vin tout le temps parce qu'il n'avait rien d'autre. Donc le café est arrivé, le chocolat est arrivé grâce au sucre. Quand on fait un petit peu le tour, on va arriver aux environs de ce qu'on appelle les îles Bonbons, donc la Réunion. Oui. Pareil, c'était quasiment les mêmes produits qu'aux Antilles, qui ont été vraiment un peu plus mis en avant. On remonte un petit peu, on arrive sur la partie indonésienne. La partie indonésienne dans toute l'Indonésie qui a apporté
toutes les épices qui ont permis de donner du goût, de ne pas rendre des produits fades, donc qui a produit vraiment du goût important. Et si on remonte jusqu'à la Nouvelle-Guinée, où il y a eu le fruit à pain. Le fruit à pain qui est arrivé de la Nouvelle-Guinée, mais qui n'est pas arrivé dans la période, ce qu'ils appellent la période des découvertes, qui est arrivé après dans la période des explorations. Donc, qui est quelques décennies, bonnes décennies après. Donc, ce fruit à pain, par exemple, est parti de la Nouvelle-Guinée, est descendu à La Réunion. Ils ont vu que ça poussait très bien, ils l'ont gardé, ils ont fait monter en France, ils ont essayé de le planter, ça s'est planté sous serre, ils ont réussi à en pousser, je crois que c'est du côté de Narbonne, c'est écrit dans le livre, donc ça s'est poussé sous serre, ils les ont sortis, ils ont vu que ils mouraient, donc ça n'a pas pu marcher. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rapatrié en Guyane, à Cayenne, pour essayer de le faire pousser à Cayenne. Ils ont vu que ça poussait très bien à Cayenne. Et de Cayenne, c'est remonté en fait dans toutes les îles des Antilles. Et ça a permis, donc, pendant une certaine époque, de nourrir une bonne partie de la population avec la morue qui venait de Terre-Neuve et qui revenait par la France, qui revenait aux Antilles, et le fruit à pain qui arrivait de Nouvelle-Guinée et qui arrivait par Cayenne jusqu'à nos îles. Donc on avait vraiment des plats qui sont actuellement des plats martiniquais, mais avec des produits qui sont arrivés par la suite avec des cheminements très, très compliqués, mais pas si compliqués que ça quand on connaît l'histoire et qu'on voit en fait la route des découvertes, la route des bateaux. On voit que le café, par exemple, c'était un produit qui était un petit peu honni et banni à une certaine époque en France, la première fois qu'ils l'ont connu, parce qu'il représentait pour certains le diable, ça représentait la religion musulmane, parce que c'était vraiment, ça venait en fait de la partie arabo-musulmane. C'est là que le café était vraiment utilisé. Et la couleur noire, et le clergé de l'époque trouvait que c'était pas quelque chose à boire. Et petit à petit, maintenant le café est devenu quelque chose d'incontournable. Et comme les fèves de cacao, si on regarde l'histoire, le livre est je vais dire magique, parce que chaque paragraphe, chaque chapitre parle d'un fruit, d'une culture, d'un apport, d'un produit. On voit que tous les desserts européens, avant que le sucre existe, avant que le sucre de canne soit vraiment fait, parce qu'après ils ont passé au sucre de betterave, toutes les boissons étaient sucrées au miel à l'époque. Et c'est vrai que la majorité des pâtisseries étaient des pâtisseries salées. Les pâtisseries sucrées sont arrivées avec l'arrivée du sucre des Antilles. Et des Antilles, en particulier de Saint-Domingue, qui représentait quasiment 80% de la production de sucre. Et c'est vrai qu'il y a eu dans les différentes guerres qui se sont passées, on remarque au niveau du livre des choses très intéressantes. Quand il y a eu les guerres entre les Français et les Anglais, les routes qui étaient liées, les routes maritimes pour entrer en Europe étaient un peu bloquées. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait des pénuries, c'était compliqué d'avoir du sucre. Donc, on voit vraiment l'apport important des différentes îles. Ce livre-là, moi je l'ai lu beaucoup pour ce que la Martinique a pu apporter, mais quand on regarde un petit peu tout le reste, toutes les îles ont apporté quelque chose, tous les territoires ont apporté quelque chose et ont permis de développer le goût. Et le goût, et c'est pour ça que nous, en Martinique, on aime les bonnes choses. On aime les bonnes choses, on aime les choses qui ont du goût, qui sont épicées, qui sont on est un mélange de tout. On est un mélange de tout, et je trouve ça. Ce livre-là est à lire, et
même les étudiants, et surtout les étudiants qui ont des thèses, qui ont des recherches à faire, chaque chapitre peut se lire distinctivement. Il n'y a pas de lien, entre guillemets. On peut lire un chapitre, ils vont dans le sens chronologique, on va dire, dans le sens des découvertes. Mais ils peuvent aussi être lus par un thème spécifique et faire des recherches beaucoup plus poussées dessus. Voilà, donc c'est vraiment un livre, pour moi, passionnant. Le problème avec ce type de livre, je dirais, c'est que quand on est sur un plateau télé, c'est que on ne peut pas manger. Donc, ça donne envie de manger ou de goûter. Donc, voilà, tout ce qui est culinaire, ça donne envie. Donc, on sera obligé de parler, mais de manger ou de boisson, mais on ne peut pas consommer. Mais dans ce livre, c'est d'Éric Noël. Éric Noël. Il s'arrête uniquement sur les produits consommés par l'élite, par les classes populaires. Est-ce qu'il fait une distinction? Disons que les produits qui venaient de loin étaient automatiquement consommés par l'élite. Ce n'est qu'à la Révolution française, on va dire qu'une bonne partie des produits comme le café, comme le chocolat, ont été on va dire, démocratisés et pris par tout le monde. Mais c'est vrai que il y a une très belle image dans son livre, justement, au moment de la Révolution française. Il y a un tableau où on voit un ancien noble qui est outré parce qu'il voit que quelqu'un sur le bord de la route pavée, vend du café. Et voilà, accessible à tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose de... Ça montre aussi les comportements des sociétés de l'époque. Oui. Ça montre vraiment comment, suivant certaines époques, comment les territoires lointains étaient considérés. À un certain moment, ils étaient considérés, qu'on voit sur certains tableaux aussi qui sont très bien à l'intérieur, des photos de tableaux, on voit que les îles étaient considérées à une époque, on va dire, comme exotiques. Donc on va voir un tableau avec un personnage noir, avec beaucoup de fruits, quelqu'un de très, très enjoué, avec de la gaieté, parce que ça montrait un petit peu l'exotisme. Et on voit un petit peu après, par rapport à la période de l'esclavage, on voit qu'au contraire, cette personne qu'on voyait enjouée, on la voit sur un autre tableau qui n'a pas de rapport, mais un tableau de différentes époques, on voit que cette personne-là est un peu en retrait, et un petit peu avec le regard un peu plus triste. Et donc, c'est vraiment un livre, je veux dire, qui permet d'apprendre beaucoup sur nous, sur notre culture, pas spécifiquement sur la partie culinaire, mais sur la partie historique, sur la partie... à quoi les Antilles, par exemple, ont servi. Et pour moi, c'est quelque chose, je veux dire, je peux le relire de plus en plus parce qu'on apprend beaucoup. Et sur chaque page, vous avez des notes de bas de page avec des... comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que sur chaque page, vous avez des références de livres. Ce qui veut dire que si vous voulez aller plus loin sur un petit sujet, vous prenez les références qu'il a indiquées dessus et vous pouvez encore passer des jours et des jours à lire spécifiquement sur le sucre, sur le café, sur le sucre. On voit qu'il est apparu par les Hollandais après le tabac. Donc il y a beaucoup de choses. Je veux dire, c'est l'histoire de ce livre-là. Ce livre-là représente vraiment l'histoire des découvertes, l'histoire du goût et moi je dis, c'est vraiment l'apport des îles qui ne sont pas des îles carte postale, qui ne sont pas des îles seulement qui sont jolies à voir, mais des îles qui ont apporté quelque chose, qui ont apporté beaucoup, et tout ce qu'ils ont apporté existe encore. Et c'est grâce à ces îles-là, grâce à nous, que les tables d'Europe sont bien garnies et que les gens peuvent manger beaucoup et bien. Voilà.
Oui, ce qui, moi, qui m'a interpellé, attiré dans ta présentation, c'est que on voit je m'explique bien, la complexité de l'histoire, puisque l'histoire, notamment antillaise, bon, puisque tu parles des îles en façon générale, mais forcément, on a un petit œil, on va regarder Antilles, on va regarder Martinique, comme tu as fait. On voit la complexité de notre histoire, puisqu'il y a des choses, comme tu dis, qu'on avait déjà. Il y a d'autres produits que nous avons adoptés, qui font aujourd'hui partie de notre patrimoine culinaire, de notre histoire, mais qui, à la base, ne faisaient pas partie, n'étaient pas présents. Donc, ils sont arrivés par rapport aux découvertes, par rapport aux explorations. Mais c'est justement ça, les Antilles. Les Antilles, il y a eu pas mal de transformations au niveau du peuple, au niveau des comportements. Donc là, tu parles du goût de la cuisine, mais je pense qu'on pourrait faire le lien aussi avec, je sais pas moi, les danses, par exemple, les danses ou d'autres habitudes, d'autres comportements que nous avons aujourd'hui, que certes que nous avons hérité de la période coloniale, mais qui ont eu aussi des modifications parce que les Antilles ont été en contact, tu as dit tout à l'heure, avec le monde. Exactement. Les Antilles ont été en contact avec le monde. Ce livre-là nous le démontre. Beaucoup d'autres livres nous le montrent. Et on a eu beaucoup de chance, nous, aux Antilles, de pouvoir prendre le meilleur d'un peu tout ce qu'on a pu recevoir. Donc même au niveau des danses, au niveau des goûts, au niveau de tout, on a pris le meilleur. Il y a eu un métissage complet des cultures. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on est rentré dans un monde grâce à l'apport des autres. Voilà, moi c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois ça. Je vois à l'intérieur et nous on a apporté à l'Europe. Mais Terre-Neuve nous a apporté la morue, mais la Nouvelle-Guinée nous a apporté le fruit à pain, l'Indonésie nous a apporté les épices. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont pu, dont on a pu bénéficier et c'est vrai que le parcours de l'histoire est important et on peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé et donc il faut apprécier les bonnes choses avec les bons goûts. Oui, c'est un livre qui, je trouve passionnant. Moi, c'est toujours bien de comprendre un petit peu, bon, même si dans un livre on ne peut pas tout comprendre, mais c'est toujours bien d'essayer de comprendre, tiens, nous avons tel comportement aujourd'hui, sans vouloir rentrer dans un déterminisme historique, mais tiens, pourquoi on a adopté telle habitude depuis des années. Donc, et par exemple, l'exemple du fruit à pain, là, je ne savais pas, par exemple, pour la Guinée, par exemple, je sais que... La Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Guinée, pardon. La Nouvelle-Guinée. Ah oui, Nouvelle-Guinée. Donc, ce qui explique, j'ai par exemple beaucoup d'amis tahitiens qui sont très fans de fruits à pain et il y en a beaucoup chez eux. Ouais. Donc, on a une tentative d'explication. Voilà, mais c'est vrai que dans certains romans, on voit que le fruit à pain est arrivé de Tahiti, mais en fait, non. Il est arrivé de Nouvelle-Guinée, il a été à Tahiti aussi, mais sa base, on va dire, c'était la Nouvelle-Guinée. D'accord. C'était la Nouvelle-Guinée. Donc d'une certaine façon, en fait, puisqu'il s'agit des habitudes culinaires des îles, toutes ces îles ont participé à ce métissage, en fait, cette mondialisation de la culture par le biais de la cuisine. C'est surtout l'apport que toutes ces îles-là ont pu faire aux tables d'Europe. C'est-à-dire que les îles ont apporté quelque chose aux Européens. On n'est pas des îles qui ne faisons que cartes postales et qui ne faisons rien. C'est grâce aux îles que les tables européennes sont bien garnies. D'accord. Et dans le livre, puisque moi, quand tu as présenté le titre, je voyais plutôt le côté les îles par rapport à la France, mais il y a vraiment l'impact par rapport à l'Europe. On voit. Oui, c'est quand je dis là, parce que là, c'est vrai qu'à l'époque, la France était un des plus gros royaumes, oui, bien sûr. Royaumes européens. Donc, ce qui veut dire moi je parle de l'Europe, mais c'est surtout de la France qui est arrivée. Mais après, ça partait sur tous les autres royaumes. Mais non, le titre, en fait, c'est vraiment le goût des îles sur la table des Lumières. Sur les tables des Lumières. C'est-à-dire que c'est vraiment, à l'époque des Lumières, donc du XVIIIe siècle,
vous étiez à table, quasiment chaque produit qui était dans vos assiettes était soit épicé avec des épices d'Indonésie, soit sucré avec du sucre des Antilles ou de la Réunion, soit de la cannelle avec une partie de l'Afrique de l'Est, soit du café en sortie de table, pareil avec les Antilles. Voilà, donc pour moi, c'est pas un roman, de toute façon. C'est quelque chose d'historique et par contre de très très recherché. C'est-à-dire que l'écrivain qu'il a fait, l'historien qu'il a fait, il a vraiment fait un travail de recherche, un travail de fond. On voit que c'est un travail fait par un historien, par un professeur, et que c'est pas juste un passionné, on va dire, qui l'a écrit. C'est quelque chose pour moi de très très pointu et qui peut servir pour beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai que il arrive parfois qu'on dise que les Antilles ou les îles sont au second plan à l'époque. Second plan peut-être parce qu'au niveau des personnages à la cour, du roi, etc. Mais les produits antillais, entre autres, puisque on va d'abord parler des Antilles. Chauvin, voilà, on peut être chauvin, on va être chauvin. Donc les produits antillais, quand même, étaient incontournables, même si certains n'étaient pas conscients de cela, mais les produits antillais étaient incontournables. Comme tu as dit, on l'a dans le sucré, dans le salé, dans les épices. Donc, Non, il était incontournable. Beaucoup de personnes le savaient, en fait, au niveau de la cour, des rois, ils le savaient. Au niveau des Anglais, c'est vrai qu'on voit la différence pas d'exposition, mais on voit la façon dont a été commercialisé, on va dire, le thé, par exemple. Le thé, pour les Anglais, a toujours la connotation exotique. Mm-hmm. C'est toujours quelque chose qui vient de loin, donc avec un certain protocole et tout. Et c'est vrai que malheureusement, la partie des apports français, donc sucre, cacao et café, n'ont pas eu cette petite touche pour lui donner une singularité. Et c'est vrai que maintenant c'est rentré comme un produit de consommation lambda, on va dire. Mm-hmm. Ce que les Anglais ont réussi à faire pour le thé, ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel, on va dire, entre guillemets, de lointain. Il y a toujours un cérémonial qu'ils ont fait. Et c'est vrai que c'est un manque, on va dire, de la France. On aurait pu faire aussi passer le café, le cacao, comme un produit avec une plus-value importante. Voilà. Plus-value morale, pas une plus-value financière spécifique. Ou bien, comme pour reprendre l'exemple que tu as pris tout à l'heure avec le thé, pour les Anglais, pour les Britanniques, ils ont l'heure du thé. Peut-être s'ils avaient peut-être instauré l'heure du chocolat. Oui. Bon, après ils sont pas mal fans du café, je le reconnais. Mais comme moi, j'aime bien le chocolat. J'aime bien le chocolat. S'ils avaient instauré l'heure du chocolat, je sais pas, soit le matin ou bien à 16h. Hein. Donc voilà. Non, mais et c'est vrai on voit vraiment dans ce livre-là que le sucre a été la base de tout, parce que ça soit le thé, le cacao ou le café, sans le sucre, il n'aurait pas eu ce développement-là. Oui. Parce que c'est le sucre qui a permis vraiment d'avoir quand même un goût beaucoup plus meilleur en bouche pour le café, pour le cacao et pour le thé. Voilà. En tout cas, Guillaume, merci beaucoup pour ce tour historique de la gastronomie, d'une partie de la gastronomie des îles. Et c'est très intéressant puisqu'on ne se rend pas compte ces croisements de l'histoire, ces voyages, que les produits que nous utilisons, ils ont aussi une histoire, ils ont un vécu comme nous. De la même manière, nous faisons des rencontres, nous apprenons des leçons. Ces produits aussi, donc notamment avec le fouille à pain, parce que moi, dans ma tête, le fouille à pain, c'était Tahiti, c'était la Polynésie, et
c'est la Nouvelle-Guinée, mais Voilà. bon, C'est pas loin. ça peut se comprendre. Voilà. Ça peut se comprendre. Mais en tout cas, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ton ouvrage, Oui. s'il te plaît? Bien sûr, c'est Le goût des îles sur les tables des Lumières ou l'exotisme culinaire dans la France du XVIIIe siècle, Donc, écrit par Éric Noël, un professeur à l'Université des Antilles. à l'Université des Antilles, donc Voilà. qui est en Martinique. Exactement. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci Martine pour ta participation, pour les thèmes que tu as développés. Merci Guillaume pour Merci beaucoup. ce petit tour des saveurs. Comme j'ai dit, la petite frustration, c'est qu'on n'est pas. Il faudra prévoir la prochaine fois quelque chose pour accompagner, pour bien prendre conscience de la valeur de ce que nous On avons. attendra la réouverture des restaurants pour pouvoir goûter un petit peu tout ça. Ah oui, certainement. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, nous avons voyagé aux États-Unis, nous avons voyagé dans le monde, nous avons, je pense, on vous a mis l'eau à la bouche. Donc, en tout cas, si vous voulez être sur le plateau comme Martine, comme Guillaume, donc vous avez la possibilité, le numéro s'affiche en ce moment, de composer le 06 96 19 41 13. Donc s'il y a un livre que vous avez aimé, un coup de cœur, donc vous pouvez nous contacter et puis partager aussi votre coup de cœur comme ont fait Guillaume et Martine. D'ici là, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à mercredi prochain dans un nouvel épisode de Plaisir de lire.